Madame, Monsieur, bonsoir. Les Palestiniens ignorent les appels à la violence et restent calmes en dépit de l'échec du sommet de Washington. L'Italie confirme sa volonté de rentrer dans le système monétaire européen dès que possible à l'occasion du sommet franco-italien. En Afrique du Sud, l'une des plus belles réserves animalières détruite par les flammes depuis une semaine. C'est un personnage mythique qui domine l'histoire de la bande dessinée de ce siècle, Astérix. 280 millions d'albums vendus dans le monde entier, traduits en 77 langues. Albert Uderzo, qui fête ses 50 ans de métier, est avec nous en avant-première de la sortie du 30e album d'Astérix, un événement. Il est créateur et dessinateur. La situation semble plutôt calme dans les territoires autonomes, malgré l'échec du sommet de Washington et certains appels lancés à la violence. Mais la tension reste tout de même grande et l'armée israélienne est mobilisée. Certains pourtant espèrent un geste israélien d'apaisement avant la rencontre d'Erez prévue dimanche. Visiblement, sa volonté est à l'apaisement. Benjamin Netanyahou hier soir sur le service arabe de la télévision israélienne. En substance, son message aux Palestiniens. Ne perdez pas espoir, il n'y a ni gagnant ni perdant après le sommet de Washington. Si nous marchons ensemble sur la voie de la paix, nous serons tous gagnants. Un appel à l'apaisement alors que le gouvernement israélien semble donc craindre un regain de tension dans les territoires palestiniens. D'autant que de Beyrouth, le Hamas a lancé hier un appel, je cite, à la confrontation générale pour la grande prière du vendredi. Résultat, l'état d'alerte. 3000 policiers déployés depuis ce matin autour de l'esplanade des mosquées et de la vieille ville de Jérusalem. Même constat autour de plusieurs villes palestiniennes de Cisjordanie. La situation est tendue, mais pour l'instant, aucun incident n'a été signalé. D'après un sondage publié ce matin en Israël, 4 Israéliens sur 5 craignent pour la sécurité du pays après le sommet de Washington. Et le président américain Bill Clinton a demandé à son secrétaire d'État Warren Christopher d'assister dimanche à Erez à la reprise des négociations israélo-palestiniennes. Je vous le disais, la tension est vive dans les territoires. C'est par exemple le cas à Naplouse où les Palestiniens sont encerclés par les unités israéliennes et placés en état de siège. La ville de Naplouse est quasiment en état de siège, prisonnière d'un dispositif militaire israélien qui ressemble à celui d'une guerre qui se prépare. Comme dans tous les conflits, on maintient le moral des troupes. Un rabbin vient parler aux soldats du meilleur, mais il les prépare également au pire. Le religieux évoque, devant les hommes attentifs, la joie qu'il faut savoir garder au cœur, même dans la difficulté. Et puis c'est l'heure de la prière, on invoque Dieu qui est gloire, capable d'offrir le salut et de faire ressusciter les morts. Il s'agit ici d'une unité religieuse. Elle consacre une partie de son temps à l'étude des textes sacrés, mais elle est particulièrement déterminée au combat. L'écho des déclarations d'intention du sommet de Washington sur la paix n'est visiblement pas arrivé jusqu'ici en Cisjordanie. Tsahal semble s'installer pour durer dans ce drôle d'ennui qui accompagne les préparatifs d'une éventuelle confrontation. On s'organise si nécessaire pour enterrer les chars, le matériel est vérifié, les canons sont tournés vers cette ville qui compte 150 000 habitants. Seuls les enfants palestiniens osent s'aventurer dans les parages, comme le symbole du combat inégal qui pourrait s'engager entre la puissance de feu de Tsahal et la pauvreté des moyens militaires des Palestiniens. Et en Turquie, le Premier ministre Erbakan a appelé à faire pression contre la politique israélienne. Et il fait une tournée en ce moment. Et comme vous le voyez sur ces images, le drapeau israélien a même été brûlé publiquement dans les rues en Turquie. Yasser Arafat, lui, est attendu dès ce soir à Paris. Après son sommet de Washington, il va évidemment en rendre compte au président Chirac. Il était en Tunisie cet après-midi et il s'est rendu également à Naples, en Tunisie, où l'arrestation de 2 hommes soupçonnés d'avoir abattu l'ancien ministre belge André Cols a relancé toute cette affaire politico-judiciaire, affaire qui tient la Belgique en haleine depuis plus de 5 ans. On s'en doutait déjà un peu mercredi soir et la confirmation est tombée jeudi. Les 2 Tunisiens soupçonnés d'avoir assassiné l'ancien vice-premier ministre belge André Cols et arrêtés lundi à Tunis ne seront pas extradés en Belgique. En effet, la Tunisie, comme la majorité des pays dans le monde, n'extrade pas ses nationaux et il n'existe aucune convention d'extradition entre elle et la Belgique. Abdelmajid Alani et Abdeljelil Ben Brahim
écroué mercredi soir à la prison centrale de Tunis, devrait donc être jugé sur place par un tribunal tunisien. Il faudra cependant attendre la venue à Tunis d'une commission rogatoire belge chargée d'enquêter auprès des 2 assassins présumés. Selon les autorités tunisiennes, cette démarche ne devrait pas poser de problème, les justices belges et tunisiennes ayant déjà efficacement collaboré par le passé. Michel Pierre Durieux, AFP pour le journal. L'annonce de la date des élections municipales en Bosnie, elles se dérouleront les 22 et 24 novembre prochains. En Afghanistan, les talibans en armes qui désormais dominent la capitale ont forcé les habitants de Kaboul à la prière aujourd'hui et parfois sous la menace d'une arme. Tout à l'heure, les pays d'Asie centrale de la CEI et la Russie ont entamé un sommet extraordinaire consacré à cette situation en Afghanistan. Enfin, en Russie, Boris Yeltsin a limogé 6 généraux de haut rang, et cela après avoir répété qu'il souhaitait une profonde réforme de l'armée. Le sommet franco-italien de Naples avec la confirmation de la volonté italienne d'entrer dès que possible dans le système monétaire européen. Jacques Chirac et Romano Prodi, le président du Conseil italien, admirant en toute sérénité la baie de Naples, l'image ne trompe pas. La mini-crise de mardi dernier à propos des doutes du président français de voir l'Italie au rendez-vous de la monnaie unique en 1999 est oubliée. Ce 16e sommet franco-italien aura donc été marqué par des échanges d'amabilité réciproque et un travail intensif sur le dossier Europe. Cela à la veille du sommet de Dublin où les 15 vont se pencher sur la délicate réforme des institutions européennes. Quant à la monnaie unique, on sait que la France souhaite que l'Italie soit présente. Mais prudent, Jacques Chirac a préféré hier soir n'en rien dire, comme c'était prévu dans son discours. Il a improvisé sur le partenariat franco-italien. Je souhaite que, à l'occasion de nos travaux entre M. Prodi et moi, je souhaite que nous puissions marquer un pas supplémentaire dans ce lien fort qui existe entre l'Italie et la France et que nous devons mettre au service de la construction européenne. C'est dimanche soir que le pape Jean-Paul II sera hospitalisé après avoir béatifié 13 paysans polonais. Ce sera sa 6e hospitalisation à l'âge de 76 ans. Un gigantesque incendie qui ravage depuis une semaine l'une des plus belles réserves animalières d'Afrique du Sud. 250 000 hectares de savane détruits et le combat contre le feu qui se poursuit. Vous le voyez, les animaux qui fuient. Il n'y a pas de victimes humaines. Du sport à présent avec de la voile à San Francisco et l'ouverture du championnat du monde de course au large avec 15 nations représentées dans un décor de rêve. Dotée de nombreuses marinas, la ville de San Francisco est un des hauts lieux du yachting américain de la côte ouest. La côte, orientée face à l'immensité du Pacifique, offre un plan d'eau idéal pour le championnat du monde Moom 36 de course au large. 15 nations avec des marins qui n'ont pas froid aux yeux comme les Français, moins expérimentés mais qui veulent en découdre sur l'eau. Je crois qu'il ne faut pas avoir peur. Les Gaulois n'avaient peur que d'une seule chose, c'était que le ciel leur tombe sur la tête. Les Finistériens n'ont peur que d'une seule chose, c'est l'anticyclone. On est venu là pour essayer de faire le meilleur championnat possible. Et puis je crois qu'il faut jouer avec ses atouts, ses qualités. Et en même temps, il faut être capable tout le temps de se remettre en cause et d'apprendre. À bord, on a des postes très très définis. Je veux dire, il y a un numéro 1 qui envoie les génois, qui empanne les tanks, qui empanne les spinnaker. Il y a des embraqueurs qui règlent les voiles, un régleur de grand voile, un barreur qui ne fait que regarder ce qu'il fait. Ces froissements de voile traduisent également l'état économique de la voile. Au siècle dernier, les États-Unis et l'Angleterre étaient seuls à régater. C'est maintenant la région Pacifique qui domine avec la Nouvelle-Zélande et le Japon. La France et surtout l'Italie résistent. Le prix du bateau, c'est assez convenable. Les bateaux, ça coûte comme une grande voiture, disons. Et c'est très important plutôt avoir un management, une organisation très forte. Le championnat du monde de course au large se dispute entre l'île d'Alcatraz et son célèbre pénitencier et le Golden Gate Bridge, une baie de San Francisco réputée pour ses courants et ses vents très changeants. Ils sont immortels et pas seulement grâce à la potion magique. Astérix, Obélix, tous ses amis, Albert Uderzo ne se doutaient pas il y a 37 ans maintenant, en dessinant pour la première fois ces personnages qu'ils allaient devenir des légendes. 280 millions d'albums vendus à travers le monde, traduits en 77 langues et dialectes. C'est un record. 7 longs métrages de cinéma réalisés. Le parc Astérix près de Paris, qui est un triomphe, qui fait de l'ombre aux géants Disney. Et puis bientôt une revue Holiday on Ice, un site internet, une exposition de 1000 mètres carrés à Paris, dans le musée des arts et des traditions populaires, avec les musées nationaux qui s'y mettent. Enfin, Astérix, Obélix sont partout. Puis surtout, le 30e album d'Astérix. Le 30e, avec un tirage à faire rêver, 8 millions d'exemplaires à travers le monde. En Allemagne, plus de 2 millions d'exemplaires. Albert Uderzo
Qu'est-ce qu'on se sent comment quand... Vous me donnez le tournis en me racontant tout ça. Ça me fait peur. Je le savais, mais quand je l'entends comme ça, c'est effrayant, effectivement. Ça me fait que... Bon, évidemment, je suis un auteur ô combien heureux. J'aurais du mal à ne pas l'être. Mais c'est d'autant plus fort que c'est une responsabilité qui fait qu'à chaque fois, j'ai un trac fou. Là, maintenant, j'attends le jour J, le 10 octobre, qui est le 10 minuit, octobre, avec une certaine appréhension, et je me dis, pourvu que ça marche, partout Tatis, pourvu que ça marche. Alors, on a eu un avant-goût, en quelque sorte, déjà de l'actualité Astérix, avec un long métrage, donc il y a eu un triomphe qui vient de sortir en vidéo, un mois avant donc, le 30e album. Du 30e album, il y a des choses qu'on ne peut pas dire, il y a beaucoup de secrets. Alors, on va essayer de décrocher des scoops avec vous, et c'est pour ça que vous êtes en direct en avant-première, mais je voudrais, pour vous allécher un petit peu, qu'on voit Astérix et les Indiens, ce qui est la vidéo qui triomphe en ce moment auprès des enfants. Astérix revient, et il est en pleine forme. Astérix et les Indiens. Il aime toujours la bagarre et la potion magique, et avec l'aide de son grand ami Obélix, il vous entraînera dans une aventure inoubliable. Cette fois, ils partent à la découverte de l'Amérique. Un nouveau monde, plein de magie, de musique, de guerriers indiens et d'humour. Mais en Gaule, les Romains sont plus fous que jamais. Préparez-vous pour la bagarre du siècle. Une aventure irrésistible pour toute la famille. À chaque détour, de nouveaux dangers, de nouvelles chansons et de nouveaux amis. Astérix et les Indiens, une aventure que vous n'oublierez jamais. Astérix et les Indiens, c'est la vidéo. Albert Uderzo, avant le 30e numéro, je voudrais quand même qu'on se souvienne de cette aventure et qu'on associe évidemment René Goscinny. Oui, aujourd'hui, ce sont les éditions qui portent aussi le nom de René Goscinny qui nous a quittés. Et comment, au départ, cette idée de créer des Gaulois a pu germer dans votre tête, quelque part? Vous savez, c'est une chose qui s'est faite très rapidement parce que nous étions responsables d'un nouveau journal qui devait se créer, que nous avons donc réalisé, avec un mot d'ordre qui était de faire un journal pour les jeunes Français. Aujourd'hui, ça a une connotation un peu xénophobe qui aurait une autre couleur aujourd'hui. Mais à cette époque-là, c'était tout à fait normal du fait que nous étions environnés par des journaux pour enfants, des illustrés, comme on disait encore alors, qui était surtout composé de bandes dessinées américaines. Et cette personne qui s'appelle François Cloteau, il faut citer son nom, voulait absolument retrouver un peu ce qu'il avait retrouvé dans son enfance, à savoir Benjamin, le journal de Benjamin. Il nous a dit, faites ce que vous voulez, mais créez des personnages issus de la culture française. Alors évidemment, on ne pouvait pas mieux tomber. La première idée qui nous est venue en tête, c'est les Gaulois, c'est évident. Et voilà, c'est parti comme ça. Vous croisez René Goscinny dans un couloir en Belgique, je crois, hein? Non, pas du tout. Bon, alors je me suis trompé. Non. Nous nous sommes croisés dans une agence belge qui avait ses bureaux sur les Champs-Élysées, au 34 avenue des Champs-Élysées. Non, lui, moi j'étais parisien, moi j'arrivais du 11e arrondissement, lui arrivait de New York, c'était un peu différent comme direction, et il n'avait qu'une hâte, c'était de travailler en France. Et bon, donc... ça a été le moyen de nous rencontrer, c'était cette agence. Ce qui fait que beaucoup de gens ont toujours l'impression aujourd'hui que je suis belge. Oui, ce n'est pas l'accent pourtant. Hein. Je ne pense pas. Je regrette pour les Belges de ne pas l'être, mais il se trouve que je suis français. Quand on dit, Albert Uderzo, vous faites les 50 ans de métier, c'est-à-dire que vous avez commencé, on dit, à 14 ans à dessiner. C'était un précoce, autodidacte. Même plutôt, complètement autodidacte. Oui, j'ai commencé à l'âge de 13 ans où j'ai été présenté par mon frère aîné dans une maison d'édition qui s'appelait la SPE, 43 rue de Dunkerque. Ça, c'était en 1940. Et puis, bon, après, bien sûr que je n'ai pas fait entièrement mes classes à cette période parce que, bon, la période était difficile. Mais en 1945, j'ai commencé par faire du dessin animé, qui était ma première vocation. En 1946, j'ai fait ma première bande dessinée dans le premier journal qui s'adressait aux enfants après la guerre. Et puis voilà, de fil en aiguille... j'ai eu la rencontre en 1951 avec René Goscinny.
Et puis, nous avons créé ensemble maintes et maints personnages et pour arriver à... Alors, je le montre. Ce dont on parle aujourd'hui. C'est un mythe. C'est Astérix le Gaulois, 1961. Voilà. C'est le premier numéro, issu donc des publications dans Pilote. Et tout de suite, c'est, bon, je crois, un tirage un peu modeste au départ. Tout de suite, c'est pas du tout le succès. Non, tout de suite, c'est 6000 exemplaires, avec une réticence de l'éditeur pour refaire des rééditions. Et puis, bon, disons que relativement rapidement, dans les 2 ou 3 années qui ont suivi, le chiffre a commencé à grossir, pour finir en 65-66, à ce que déjà la presse intervienne en disant le phénomène Astérix, c'est ce qui s'est passé avec, par exemple, le journal L'Express. 67, le plus gros tirage, 1 200 000 exemplaires, qui entraînait tous les titres précédents. Et puis la saga a continué de plus belle par la suite. 30 albums, donc c'est clair. 30 albums. Alors, on crée les personnages, on crée les histoires. Tous les enfants les connaissent, jusqu'au petit chien Idéfix, bon, l'histoire de la potion magique, Abracoursix. Et alors, vous avez enrichi, il y a toujours eu même des personnages qui existent dans la vie réelle, qui apparaissent dans les... Oui, moi, je me suis toujours un peu amusé, si vous voulez, à la lecture du scénario que me donnait René Goscinny, puisqu'il commençait par écrire le texte. Et il me le donnait ensuite, une fois qu'il était entièrement terminé. Et à la lecture, d'abord, c'était un régal pour moi de découvrir son scénario. Quand apparaissait un nouveau personnage, quelquefois, il m'arrivait de lui trouver un rôle qui aurait pu convenir à un comédien ou à une personnalité quelconque. Et c'est comme ça que sont apparus donc, certains comédiens, que ce soit Jean Gabin, que ce soit M. Chirac, qui était maire de Paris à l'époque, puisqu'il fallait un jeune énarque dans Obélix et compagnie, et ainsi de suite. Ça, ce sont des clins d'œil que nous faisons entre nous, parce que ça n'apportait rien. Enfin, on pensait que ça n'apportait rien auprès du public. Et il y aura un personnage connu dans le prochain? Ça va peut-être essayer de nous le dire. Oui, ça je peux vous le dire. Il s'agira de Kirk Douglas, qui a un rôle qui lui revient de droit, puisque c'est un rôle qu'il a interprété dans un film très connu, que je tairai. Non, ne dites pas plus. Hein. J'en dis pas plus. On doit vous remercier d'être ici parce que c'est la première télévision que vous faites. Évidemment, vous allez faire un tour de France, un tour de Gaulle, on pourrait dire, hein, qui va nous rappeler celui, je ne sais pas si on peut le retrouver. Bon, vous êtes allé en Corse chez les Lords. Et voilà, le tour de Gaulle. Le tour de Gaulle, dans lequel est né d'ailleurs Idéfix. Voilà, mais ça, vous allez le faire, hein, vous-même, vous allez rencontrer... Je vais le faire moi-même pour rencontrer les enfants, parce que j'adore les enfants et ils me le rendent bien d'ailleurs. Et donc, il y aura une ville par semaine, et qui sera organisée, non pas par moi, mais par mes collaborateurs. Et je pense que ça peut être très intéressant de rencontrer enfin mon jeune public, parce que vous savez que nous avons un métier qui est un métier de solitaire, où nous sommes enfermés entre 4 murs, et nous ne voyons jamais ceux qui nous lisent, ce qui est toujours un peu dommage. Et donc là, ça va se faire. Alors, je disais tout à l'heure, un énorme succès en Allemagne, mais une traduction dans 77 langues et dialectes. Et comment Quand je pense que je ne parle qu'une langue, vous nous avez dit, vous aviez fait cette série au départ parce que vous l'avez fait très français, très gaulois, et il y a un succès international. Alors, les explications, vous les connaissez, on dit, c'est ce côté de résistance des irréductibles Gaulois, aux Romains, dans leur petit village. C'est le droit des minorités à exister. Oui. Et dans le monde d'aujourd'hui, ça veut dire quelque chose, ça. C'est peut-être ça, effectivement. Enfin, c'est la seule explication que je pourrais en donner, parce qu'on me pose souvent la question, mais enfin, tout de même, à quoi attribuez-vous ce succès? Parce que c'est évident qu'on peut se poser la question. Et là, je dis, je n'en sais rien, j'ai l'air d'un idiot en le disant. Et puis, en réfléchissant un peu, je me dis que par rapport aux autres séries que nous avions conçues avec René Goscinny, où nous avions mis tout notre savoir, sans arriver à ce même résultat, il y a donc forcément quelque chose d'autre. Alors il se peut que ce soit justement cette fameuse minorité. Avec la force, avec la résistance, on arrive à vaincre la force. Je crois que chacun d'entre nous a au-dessus de lui quelque chose qui le gêne terriblement, contre laquelle il ne peut rien. Que ce soit l'administration, que ce soit la police, que ce soit le percepteur, que ce soit... Et quelque part, on aimerait aussi pouvoir se venger. Si Astérix était en face le percepteur, il lui donnerait 2 baffes. Alors que moi, je suis obligé de le faire, mais... Je vais lui donner mon chèque. C'est toute la différence. Et je pense que chacun d'entre nous, qu'il soit français, qu'il soit allemand, qu'il soit finlandais, a les mêmes préoccupations dans la vie. Et là, c'est un exutoire, peut-être,
de la part de chacun de voir que Astérix les venge en quelque sorte. Alors Astérix est lu en Hongrie, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Russie évidemment, en Serbie, en Slovénie. À chaque fois traduit. Hein. Ah oui, oui, il y a une traduction et on vérifie pour voir, parce que c'est plus une adaptation qu'une traduction du fait qu'il y a des jeux de mots qui ne veulent rien dire dans une autre langue, bien entendu. De plus de 2 millions d'exemplaires du prochain tiré en Allemagne. Et ça revient pratiquement autant qu'en France. Oui, quasiment autant. Ouais. Oui, oui, il y aura en tout, pour la langue française, parce qu'il faut compter évidemment la langue suisse, la langue romane, veut dire, la Belgique, le Canada, 2 800 000 exemplaires. Ouais. Alors, je voudrais parler qu'on voit comment on crée un personnage, peut-être en prenant la possibilité de le dessiner, parce que pour tous les admirateurs qui sont des millions, c'est aussi une création. Ça ne sera pas une création, ça sera simplement une répétition, hein, parce que là, celui-ci, je pourrais peut-être presque le faire les yeux fermés aujourd'hui. Je l'ai tellement dessiné que, bon... On dit 140 000 dessins publiés de vous, hein, d'Astérix. Disons qu'il y a plus de... Je crois qu'il doit y avoir 1200 planches de dessin qui ont été faites sur Astérix. Et quand on multiplie par 10, qui est la moyenne du nombre de dessins par planche, calculé, ça fait quand même pas mal de dessins. Ouais. Un album, c'est, on dit, 9 mois de travail. Vous travaillez dans votre maison tout seul. Ah oui, je suis aidé quand même par des gens qui ont la gentillesse de me prêter leur talent. Je peux les nommer d'ailleurs, ce sont deux frères, les frères Mébarki, dont l'un fait le traçage à l'encre, l'autre fait la couleur, et un garçon qui s'appelle Michel Janvier, qui fait le lettrage. Je les cite parce qu'ils le méritent. Ils ne font pas du tout partie de... Je n'ai pas, comme certains, comme Hervé par exemple, je n'ai pas de studio. Ce sont des gens qui travaillent pour eux-mêmes et qui ont la gentillesse de m'aider, ce que je trouve très, très gentil de leur part. Ouais, ouais. Et alors, quelle tendresse vous avez pour ces personnages maintenant? Est-ce qu'ils vous ont pas un peu, est-ce que le papa se sent pas un peu dépossédé par moment ou... Par moment, il m'échappe. Ouais. Voyez-vous, là, je viens de voir un spectacle, vous en parliez tout à l'heure, à Berlin, qui s'appelle Astérix on Ice. Donc c'est Leda on Ice, évidemment. Et là, les personnages sont tirés vraiment de l'album. J'ai l'impression de voir mes personnages sortir du cadre qu'il leur a réservé d'habitude, parce que tout est extrêmement bien fait. Et en plus, eux savent patiner, chose que je ne sais pas faire non plus. Ouais. Vous avez peut-être nous dire quel va être le héros, et nous le dessiner aussi, du prochain album. Parce qu'on dit que c'est peut-être pas forcément Astérix qui va être la très grande vedette du 30e numéro. On va découvrir la grande vedette. La grande vedette, en fait, le voilà. Et vous allez le reconnaître tout de suite. Ouais. Et ça, c'est un personnage qui est arrivé tout de suite dans la série? Goscinny le voulait avec vous ou c'était... Non, c'est encore un accident parce qu'Obélix ne devait pas être là. Il n'était pas prévu parce que dans l'esprit de René Goscinny, il fallait absolument que Astérix soit d'abord un anti-héros et qu'il soit seul. Or, il se trouve qu'un anti-héros, il est difficile de lui faire mener une aventure qui dure 44 pages, puisque en principe, un anti-héros, par essence, fait des bêtises. Donc, Astérix est devenu un héros. Et puis, je l'ai fait accompagner d'un livreur de menhir, dont Goscinny a tout de suite trouvé un emploi extraordinaire. Et il est devenu maintenant, d'ailleurs, un personnage qui vole un petit peu la vedettariat à Astérix. Albert Uderzo, 50 ans de métier, on va le dire, vous allez avoir 70 ans. Et oui. Et ces personnages vont continuer après vous? Non, alors justement, j'ai pris une décision depuis quelques années, mais bon, puisque les médias m'ont posé la question, je ne voudrais pas que ces personnages continuent à vivre hors de leurs auteurs. C'est peut-être très prétentieux de ma part, mais... C'est dur comme décision à prendre quand même. Ouais. Oui, mais Hervé l'a prise. Je pense que Jacobs n'a peut-être pas eu le temps de la prendre. Moi, je la prends en prévision de ce qui pourrait m'arriver, bien entendu, pour une raison très simple. Parce que je ne voudrais pas que ces personnages soient un tantinet déformés par quelqu'un d'autre. Parce qu'il y a forcément déformation à partir du moment où quelqu'un, qu'il ait le talent que l'on puisse lui reconnaître, lui apporterait une autre personnalité. C'est le danger qui... Vous savez, nous avons des exemples avec toutes les grandes séries américaines qui n'appartiennent pas, parce que les droits d'auteur ne sont pas considérés là-bas, comme chez nous.
Et ça appartient au syndicat. Et Popeye, par exemple, qui a été créé par Segar, a été repris par 5 ou 6 dessinateurs depuis sa mort. Et je trouve que c'est désolant parce qu'on ne retrouve plus le vrai café du Segar. Alors on va vous souhaiter de vivre 120 ans comme Jeanne Calment. Écoutez, qui sait? Qui l'osa, comme disent les Romains. Oui. Merci infiniment Albert Uderzo d'être venu aujourd'hui en direct le 10 octobre. On ne dira pas le titre parce que c'est un grand secret, le 30e album d'Astérix. Et évidemment on retrouvera Obélix, on trouvera un bateau comme on l'a vu pendant ce journal. On verra un pays, encore une fois une découverte, et ce sera un plaisir. Merci infiniment de votre présence aujourd'hui en direct. Merci à vous. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve dès mardi prochain. Excellente soirée à tous.